Aujourd'hui, c'est Opaline qui nous parle de l'écoute. Et c'est super intéressant, on parle de plein de manières de mal écouter. On a tous été le mauvais écouteur de quelqu'un et on a tous eu un mauvais écouteur. Quelqu'un qui ne sait pas écouter, donc on apprécie d'autant plus les gens qui savent que l'écoute aujourd'hui, en 2021, c'est un sujet et je suis vraiment reconnaissante que ce podcast soit celui juste après l'épisode sur le désaccord. Si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller l'écouter, je vous conseille de commencer par l'épisode sur le désaccord, qui est juste l'épisode d'avant, parce que je trouve que ça va très bien l'un avec l'autre. Bref, bonne écoute! Bonjour Opaline, bienvenue sur les 2 centimes de Sophie Opaline. Du coup, est-ce que tu veux commencer par te présenter? Oui, coucou Sophie. Alors moi mon prénom c'est Opaline, comme tu le sais. Comment me présenter? Je fais partie de l'association Agapé Campus, là où du coup je t'ai rencontré. Cette année j'ai fait une pause dans mon service civique, dans mes études plutôt, pour faire un service civique. Et je travaillais dans une radio chrétienne, voilà. Et je reprends mes études en septembre. Cool. Et du coup, tu vas reprendre quoi comme étude, si tu veux le dire, parce que comme ça, moi, ça m'intéresse. Alors, c'est la question, c'est un peu le flou. Normalement, je reprends mes études sûrement en professorat des écoles, donc pour être prof des écoles. Et sinon, j'ai aussi postulé en école d'art parce que je suis passionnée d'art et de créativité en général. Trop bien. Voilà. Du coup, t'as postulé, t'attends les résultats. C'est ça, c'est assez long, mais patience. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'écoute. Je sais plus si c'est toi qui as suggéré, moi qui ai suggéré une symbiose des deux. Oui, ça doit Mais être ça. pourquoi est-ce que l'écoute, c'est un sujet qui t'intéresse? Alors, pourquoi l'écoute, c'est un sujet qui m'intéresse? Déjà, je pense que je suis de nature à être plutôt introvertie et timide. Et naturellement, j'ai plutôt tendance à m'effacer et à me mettre en retrait. Et pour moi, l'écoute, c'est vraiment quelque chose de facile. Et j'ai toujours eu tendance à préférer écouter que parler. Mais c'est mon caractère. Et sinon, au-delà de ça, je trouve vraiment... aujourd'hui qu'on est dans une société où il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de parler, besoin de s'exprimer, rien que tout simplement aux infos, dans les réseaux sociaux, on a des informations qui viennent de partout, chacun a envie de mettre un peu son petit grain de sel et donner son avis, son opinion. Et c'est vrai que on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer, et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de place pour l'écoute, malheureusement. Et c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Enfin, je trouve que aujourd'hui, quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui s'efface un peu, et on n'a pas forcément une bonne image de cette personne-là. On la trouve timide, on la trouve réservée, et je trouve ça trop dommage, parce qu'en fait, au final, s'il y a personne pour écouter ceux qui parlent, en fait, ça sert à rien de parler. Et C'est voilà. vrai. Du coup, j'aime le fait d'écouter et d'observer les gens. Enfin, je trouve que c'est beaucoup lié à ça. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup un caractère à analyser, et j'aime beaucoup réfléchir et observer les personnes et écouter. Wow, trop bien. Du coup, c'est quoi ta définition de l'écoute? Qu'est-ce que c'est écouter? Alors pour moi, écoute, on distingue souvent entendre et écouter. Parce que entendre, on est souvent passif. Enfin, on peut entendre la cloche sonner, entendre une musique. Mais écouter, vraiment, je pense que ça implique vraiment le fait d'être pleinement présent, de faire un effort et de se mobiliser, en fait. Vraiment d'être impliqué dans la conversation. Ouais, de s'efforcer à entendre et comprendre. On reçoit. J'avais vu une définition de l'écoute et c'était très intéressant. Il y avait un synonyme qui disait que c'était recevoir aussi. Recevoir et accepter. Et donc, je trouve que c'est... Accepter ou accueillir? C'était accepter aussi, parce que accepter d'entendre, enfin accepter de recevoir quelque chose. Ah oui. C'est vrai, j'avais lu un livre de psy, c'est un livre pour les ados, et le psy, quand il disait d'accord, il disait non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je suis d'accord d'écouter ce que tu es en train de dire. Et il le dit plusieurs fois parce que pour pas dire que je suis en train d'approuver ce que tu dis, mais je suis d'accord de t'écouter. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, on a tous eu des expériences positives ou négatives de l'écoute. Il y a des gens qui nous ont bien écoutés ou pas bien écoutés. Et du coup, pour toi, c'est quoi la différence entre une bonne écoute et une mauvaise écoute? Alors, pour moi, une bonne écoute, c'est déjà une écoute active. C'est vrai qu'on peut des fois écouter une personne et juste se taire et recevoir ce que la personne nous dit, et parfois le silence suffit pour que la personne se sente écoutée. Mais je pense que dans la plupart du temps, on a besoin d'être actif et de parler, de trouver les bons moments pour parler. Et ouais, vraiment de parler au bon moment, c'est super important. De savoir poser les bonnes questions aussi de temps en temps pour pouvoir faire réfléchir la personne, pour pouvoir lui montrer qu'on comprend. On peut aussi parfois peut-être reformuler ce qu'elle est en train de nous expliquer pour lui montrer qu'on est vraiment pleinement dans ce qu'elle nous dit. Et pour lui montrer qu'on est... qu'on s'approprie un peu ce qu'elle nous raconte.
Mais des fois, je trouve que c'est super difficile de pas vouloir s'imposer et de pas vouloir, en fait, de pas vouloir détourner l'attention sur soi. Enfin, c'est difficile vraiment de laisser toute l'attention pleinement sur la personne sans vouloir tout le temps parler de sa propre petite expérience, par exemple, parce qu'on a tous du savoir et on a tous des choses intéressantes à raconter. Et je me rends compte que souvent, on a envie de couper la parole pour dire « Ah oui, moi aussi, il m'est arrivé ça ». Et en fait, la personne, ça peut être enrichissant pour elle de savoir qu'elle n'est pas toute seule dans ce cas-là, ou voilà. Mais en fait, si la personne a vraiment besoin de raconter quelque chose, de se déverser, je pense que le plus important, c'est dans un premier temps de la laisser s'exprimer pleinement, de savoir l'écouter et la laisser déverser tout ce qu'elle a à déverser. Et ensuite, lui poser les bonnes questions, être vraiment présent, lui poser... la faire réfléchir et voilà, pas simplement la laisser parler toute seule. Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, des fois on a envie de donner sa propre petite expérience, mais peut-être que la personne, ça va la déranger parce qu'elle va se dire, en fait, j'étais en train de lui raconter quelque chose et là, elle est en train de s'approprier la chose et de pas forcément comprendre ce que moi je lui raconte, mais vouloir prendre le dessus ou vouloir tout rapporter à elle. Et je pense que c'est hyper lié à l'humilité, du coup. Se rendre compte qu'il faut parfois apprendre à se taire sans vouloir parler de soi, mais voilà, plutôt accueillir ce que l'autre dit. Vraiment. Je sais pas si tu te rappelles, dans l'épisode sur le désaccord, justement, il y a Tim qui disait ça, qu'il y a un de ses profs qui lui a dit écoute, dis-moi exactement ce qui vient d'être dit. Et en fait, il était pas en train d'écouter parce qu'il était en train de penser à ce qu'il allait répondre. Exactement. Ça m'a vraiment parlé, c'est un peu ça, Mais c'est ça, être là pleinement. En fait, des fois, c'est difficile aussi de pas forcément réfléchir à ce qu'on va dire après, mais juste de laisser couler, enfin de prendre tout ce que la personne nous dit, sans forcément déjà être dans la réponse ou en fait on a envie parfois de donner des réponses toutes faites ou d'aider la personne en trouvant des phrases, la petite phrase qui va aider la personne et qui va l'aider. Mais en fait, des fois juste être là, une présence et parler au bon moment, avoir la sagesse de se taire et de prendre la parole au bon moment, trouver les mots. Oui, et moi, je sais que j'ai beaucoup grandi sur ça ces dernières années, parce qu'avant, je me mettais beaucoup la pression de me dire, justement, ma réponse, elle va montrer que je m'intéresse et que j'aime. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dû, et même encore aujourd'hui, ça tourne dans ma tête. Et quand ça tourne dans ma tête, je dois me dire, non, en fait, la personne, elle va savoir, pas en fonction de ma réponse, que je l'aime, mais en fonction de ma qualité d'écoute. Exactement. Du coup, être silencieux quand on attend de répondre pour pouvoir réfléchir, c'est pas grave. Et moi, ça m'aide de me rappeler que je peux m'enlever la pression de bien répondre. Parce qu'en fait, les gens, ils se sentiront écoutés, même si mes réponses sont pas effroyablement pertinentes. Exactement, ouais. Je pense aussi à qu'est-ce que Zoom et le fait que Zoom, il y a des décalages, il y a des bugs informatiques et tout. Comment est-ce que ça influence notre manière d'écouter ? Très bonne question. Je pense que sur Zoom, on peut vivre des moments un peu de gêne parfois. Enfin, on n'est plus habitué à être seulement face à face avec une personne. Et des fois, quand on se retrouve tout seul avec une personne, on peut être un peu angoissé, avoir la peur du blanc. Et moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je trouve que dans les moments de blanc, il peut y avoir des choses très très intéressantes. Et en fait, rien que le langage corporel et juste les expressions du visage peuvent en dire plus longues que parfois certains mots. Mais je pense que c'est en quelque sorte, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a un écran entre nous et je pense que ça peut nous apprendre. Hein. Moi, c'est la première fois que je fais une interview comme ça par Zoom et c'est original. Moi, je pense que, par exemple, je me suis rendu compte que dans la vie, je parle beaucoup plus par-dessus les gens aujourd'hui qu'il y a un an. Parce qu'en fait, sur Zoom, tu commences à parler le temps que ça atteigne l'autre. Elle est encore en train de parler et donc il y a plus longtemps que dans la vraie vie. Et tu peux pas voir non plus les signes que la personne, elle veut parler. Et du coup, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé de parler en même temps, mais genre sur 2 phrases. Et aujourd'hui, je pense à cette situation et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je parle aussi longtemps par-dessus quelqu'un qui était en train de dire un truc. Et je pense que c'est un peu, je veux pas dire que c'est que la faute de Zoom parce que j'aime bien parler aussi, mais bref, voilà. Je pense que ça ne m'aide pas à l'écoute. On apprend constamment, je pense. Et... Comment est-ce qu'on peut auto-diagnostiquer là où on en est de notre écoute ?
Alors, comment est-ce qu'on peut auto-diagnostiquer? J'ai l'impression qu'il y a quand même 2 grands points qui nous empêchent d'être une bonne oreille et d'avoir une bonne oreille. Tout d'abord, il y a l'orgueil. Je pense que vraiment, l'orgueil, ça nous empêche tellement d'être centré et tourné pleinement vers l'autre. Il faut vraiment se décentrer de soi-même pour arriver à donner toute la place à la personne qu'on a en face. On peut se poser la question, est-ce que j'arrive simplement à écouter une personne sans vouloir constamment retourner les choses vers moi, vers mon expérience? On peut aussi se demander, est-ce que j'ai envie d'aimer et d'honorer la personne en face de moi, tout simplement en regardant si on coupe la parole. Je trouve que c'est quelque chose qui frappe les yeux. En fait, parfois, on s'en rend même pas compte quand on coupe la parole. Et il y a aussi l'impatience. Il n'y a pas que l'orgueil, mais l'impatience, vraiment. Je trouve que c'est quelque chose qui... En fait, si on n'est pas complètement disposé à être 100% présent pour la personne, on pourra pas complètement l'écouter. Et en fait, c'est vraiment une attitude de cœur, je trouve, quand on veut écouter la personne. En fait, ce matin, en lisant Luc, j'ai vu qu'il y avait un passage qui disait que la foule se précipitait pour aller vers Jésus, pour l'écouter. Et en fait, la foule, elle allait vers Jésus dans le but d'écouter la personne. Et je me dis, mais nous, trop souvent, combien de fois on va vers les personnes plus pour, pas dans le but de les écouter du tout, mais plus, parfois, se déverser nous-mêmes et tout ça, et on oublie qu'il y a un cœur, une personne en face de nous qui a peut-être besoin vraiment d'écoute. Et pour la petite expérience, le petit témoignage. Alors un jour, j'étais avec une personne et il y avait plein d'autres personnes autour, et cette personne est venue vers moi. Et pour utiliser ce mot que t'aimes beaucoup, Sophie, j'avais vraiment la FOMO de pas pouvoir être avec les autres. Tu veux expliquer ce que c'est le FOMO? Alors la FOMO, je sais même pas. C'est simplement un peu le fait d'être dégoûté, d'être un peu... je trouve pas le mot. Mais c'est vrai que c'est un mot en lui-même. C'est en anglais fear of missing out. C'est un concept sociologique qui s'apparente à la génération Z et maintenant à toute la société à cause des réseaux sociaux et tout. Parce qu'en fait, on a peur de louper quelque chose. Donc, on a peur de louper un événement important. On a peur de louper une information importante, c'est pour ça qu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux et sur les journaux. Et on a peur, par exemple, comme dans ton exemple, si je peux pas dire que ce soir je participe à cet événement parce que ça se trouve d'ici là, quelqu'un va m'inviter à quelque chose de mieux, et si je me suis engagée au premier événement, je serais dégoûtée de louper l'autre truc qui est mieux. Exactement. Ça se voit que tu as étudié le sujet, Sophie. J'adore ce concept. Bon, voilà. Et du coup, j'avais la FOMO d'avoir été accaparée par une personne bavarde. Et du coup, dès le début, j'avais choisi, en fait, de ne pas être patiente avec cette personne et de ne pas lui accorder toute mon attention. Et du coup, je regardais à droite, à gauche, le groupe de personnes avec qui j'avais envie d'être, plutôt que d'être dans l'écoute de ce que la personne me disait. Et donc, je devais être complètement perdue dans mes pensées. J'écoutais même pas ce qu'elle me racontait. Et d'un seul coup, elle me regarde. Et elle se rend bien compte que je l'écoutais pas du tout. Et cette personne, elle me dit, mais Opaline, tu m'écoutes là? Et vraiment, c'était un moment très gênant dans ma vie parce qu'on m'a toujours dit que j'étais Opaline, dans l'écoute, tout ça. Et là, en fait, pas du tout. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que l'écoute, c'était pas seulement être là physiquement et hocher la tête de temps en temps, mais c'était vraiment l'écoute active dont on parlait tout à l'heure. Savoir poser les bonnes questions, se mettre à la place de la personne, accueillir à 100% tout ce qu'elle nous disait. Mais à la fois, des fois, on peut choisir de ne pas écouter. C'est aussi notre liberté de dire, là, j'ai pas envie d'écouter cette personne. Peut-être que ce que cette personne me dit, ça ne m'intéresse pas ou ça me met mal à l'aise. Et donc, pour pas être hypocrite et mentir, je vais choisir de pas parler avec cette personne ou de parler avec cette personne avec d'autres gens. Mais c'est vrai que si on est là et qu'on fait genre, on écoute, il faut vraiment écouter, sinon c'est mentir. Exactement, ça m'avait mis une grosse claque et je me suis rendu compte à partir de ce moment-là que, en fait, c'était ok aussi des fois de se dire, d'avouer à la personne, là, c'est pas le bon moment pour moi, ou là, je suis pas trop disposée, est-ce qu'on peut prendre un moment pour en parler plus tard, ou je serais plus apte à être disponible pour toi. Je trouve qu'être honnête là-dedans, c'est super important, c'est essentiel. Oui, surtout dans les conflits comme on parlait, j'imagine que c'est important. J'imagine. Je sais que quand tu sais que tu vas avoir une conversation intense, émotionnellement et tout, où tu veux pouvoir écouter l'autre, il faut choisir le bon moment pour les deux personnes. C'est clair. Moi, j'ai une autre question et tu as le droit de dire que tu veux pas y répondre. Mais, donc on a déjà discuté un petit peu de traits de personnalité. Et il me semble que toi et moi, on est un peu, sur certains aspects, un peu similaires. Et moi, une des choses que j'ai remarquées dans l'écoute, et j'en suis vraiment pas fière, mais ça fait 2 ans que je réfléchis, médite à ça, c'est que puisque j'ai beaucoup d'empathie pour les gens et que je sais
écouter. Je sais écouter, non, je sais pas écouter, mais je sais comprendre et entendre les émotions de l'autre. Ouais. Mon discours intérieur quand j'écoute, c'est parfois, pas tout le temps, mais assez souvent, malheureusement, je travaille dessus, c'est oh là là, je peux comprendre cette personne comme peu de gens peuvent comprendre cette personne. Et genre là, je peux lui montrer de l'empathie et je peux lui montrer que, que vraiment la vibe émotionnelle, comme peu de gens le peuvent. Et vraiment, je trouve que des fois, je trouve mon identité là-dessus, sur l'écoute empathique, qui me vient naturellement plus qu'à d'autres, mais parce que c'est Dieu qui m'a donné ça, c'est pas moi qui ai choisi de me filer ce don-là. Et voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de ça et si ça t'est déjà arrivé dans l'écoute même si t'écoutes bien, d'avoir cette pensée un peu très orgueilleuse qui vient. Ouais, l'orgueil. Surtout de se positionner en tant que sauveur un peu de la personne. Enfin, moi, j'ai souvent l'impression autour de moi d'avoir des personnes qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin, beaucoup d'empathie, comme tu disais. Ouais. Et vu que, comme toi, c'est quelque chose d'assez un peu plus naturel, peut-être, pour moi, j'ai pas de difficulté pas trop, en tout cas, avec ça. Mais je trouve que ce qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est de vraiment me répéter que c'est pas moi qui peux sauver cette personne, c'est pas moi qui peux lui apporter de l'amour, mais par contre prendre un temps pour prier peut-être avec la personne, avec elle ou même après, que c'est quelque chose que j'oublie souvent de faire et qui serait super nécessaire parce que ça me positionne face à Dieu et ça me montre qu'en fait je suis pas toute seule face à cette personne, mais qu'il y a Dieu qui est là et qui peut peut-être me donner les mots aussi, parce qu'en fait toute seule je me sens souvent un peu aussi inutile et impuissante face à certaines situations. Mais faire appel à Dieu. Oh, bien, trop important, c'est clair. Du coup, avec cette discussion, je me sens convaincue que je dois beaucoup grandir dans l'écoute. Et ça me fait du bien parce que Maman Delay, elle a dit ça pendant le podcast sur l'amitié. Elle a dit qu'il fallait qu'elle progresse. Donc je me suis dit, ça va. Si même après 60 ans, tu dois encore progresser, ça va. J'ai encore de l'espoir pour moi. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut progresser à ton avis dans l'écoute? Et là, tu peux donner tous les trucs pratiques. Alors, les petits tips. Il y a un verset qui m'a beaucoup porté, qui m'a beaucoup fait de bien, c'est dans Philippiens. Un verset qui dit de considérer les autres comme plus importants que vous-même et de vraiment faire passer les intérêts des autres avant les siens. Et en fait, l'amour de l'autre et considérer l'autre, je trouve que c'est le point central. Vraiment arriver à se décentrer de soi-même et je pense que c'est primordial. C'est vraiment lié à l'amour qu'on porte à la personne et tout simplement montrer, une personne qui se sent écoutée. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est rare. Parfois, une personne peut être super touchée juste par l'écoute qu'on lui porte. Vraiment. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il est plus simple d'écouter certaines personnes parfois, que j'ai plus de patience et plus de facilité à accorder de mon oreille à certaines personnes et je me dis que ça craint parce que c'est aussi beaucoup lié au jugement et aux a priori qu'on a sur les gens. Ah, cette personne-là, elle a plein de savoir, donc elle va plus m'apporter ou elle va raconter des choses plus intéressantes. Et en fait, non, je pense que c'est hyper important aussi d'écouter les enfants, d'écouter les personnes âgées, d'écouter les personnes plus en retrait aussi, qui ont moins confiance en elles. Super important. Trop bien. Mais en même temps, il y a des gens, moi j'essaye d'apprendre à poser des meilleures questions pour apprendre à mieux écouter. Et il y a des fois, on pose des questions et en fait, les gens, ils ont rien à dire. Et t'es là, je veux bien t'écouter, mais si tu parles pas. J'avais lu une petite phrase il y a quelques temps, c'était on a plein de choses à apprendre si on pose les bonnes questions. Et en fait, c'est ça, c'est difficile de trouver le bon mot, la chose qui va résonner chez l'autre pour qu'elle puisse ouvrir son cœur. Je pense que en y allant tout simplement, on peut vraiment, en partant sans a priori aussi. Si on part du principe qu'on veut apprendre plein de choses chez l'autre, peut-être qu'on sera un peu déçu. Alors qu'en fait, si on part tranquillement, juste d'une simple conversation, on peut vraiment apprendre tellement de belles choses, juste toutes simples et l'autre. Un mot juste, ça vient nous frapper. Et c'est vraiment une disposition de cœur, je pense, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que tu penses que les gens qui parlent le moins, c'est ceux qui ont besoin le plus d'être écoutés? C'est très intéressant comme question parce que du coup, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours à l'écoute et je me suis dit que j'ai toujours été la fille qui parlait pas beaucoup. D'ailleurs, ça me fait bizarre là du coup de devoir parler aujourd'hui en sachant qu'on va m'écouter après. Mais oui, je pense qu'au fond, on a beaucoup besoin d'être écouté, mais d'une vraie écoute, du coup. Je pense qu'on a beaucoup plus conscience peut-être de ce que c'est l'écoute. Et on se rend compte. Moi, je suis très sensible et je vois directement quand une personne, quand je dérange une personne ou quand une personne m'écoute pas vraiment et du coup, ça bloque complètement. Du coup, les personnes qui parlent pas beaucoup, je pense que c'est trop important de leur montrer qu'on est vraiment là, quoi. Et pas de faire semblant. Wow.
C'est vrai. Et en même temps, quand on n'a pas beaucoup l'habitude de parler, on sait pas bien répondre aux questions longuement. On sait pas beaucoup parler de nous-mêmes si on n'a pas l'habitude. Et du coup, même la personne qui a pas l'habitude d'écouter, les deux sont en situation d'apprenant si on échange les rôles. Donc forcément, les conversations, c'est gênant. Parce que quand on apprend, on sait pas faire et on tente des trucs. Du coup, ouais, bref, je réfléchis à ça que si c'est gênant, ça veut pas dire qu'il faut pas persévérer. Ouais, je pense que c'est même important de persévérer et de creuser parce que souvent, enfin moi, il y a quelques années, quand j'étais vraiment très 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 timide et beaucoup plus réservée, on me posait une question, je la renvoyais constamment, je disais tout le temps, je répondais le plus rapidement possible et je disais « et toi ?» pour vite détourner l'attention sur l'autre personne. Et en fait, je crois qu'au fond, j'aimais bien quand on revenait en fait quand même me reposer une question, même si ça me sortait de ma petite coquille. Je trouve ça super touchant de voir les personnes qui persévèrent et qui ont vraiment envie de creuser et voir qui est cette personne au fond. Et je pense que tout le monde a besoin de parler au fond et c'est qu'une petite carapace qu'on se met parfois. Ouais, mais après, moi, je sais que souvent, quand j'essaye de poser des questions, j'ai l'impression de torturer les gens, quoi. Ah. si ils répondent pas, s'ils parlent pas, je me dis s'il répond pas, je pense pas, il sait pas faire, je pense, ou elle sait pas faire, je pense. Il veut pas me parler, mais c'est aussi un discours centré sur moi, du coup. Enfin, ouais, c'est une clair. pensée centrée sur moi. Ouais, je pense tout un équilibre à avoir là-dedans et chaque personne évolue différemment. Enfin, il faut du temps parfois. Je sais pas si tu te rappelles, Opaline, mais t'as été dans une conversation qu'on a eue. Enfin, moi, j'ai beaucoup parlé ce jour-là. On était chez toi dans ton ancien appart. C'était il y a 4 ans. C'était ma première année en tant qu'équipière avec Agapé. Ouais. Et en fait, on avait annulé le groupe et on était toutes les deux. Et moi, j'ai essayé de te poser des questions. Et en fait, je pense que c'est exactement ce scénario-là. Genre, tu répondais pas. Moi, j'étais mal à l'aise parce que je me dis, tu es mal à l'aise. Et du coup, j'ai parlé, mais j'ai parlé et je suis sortie de chez toi en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'étais pas du tout dans le bon positionnement et j'arrivais pas. Et je me rappelle avoir passé, on en a parlé après avec ma responsable en mode, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer la prochaine fois qu'il y a une étudiante qui est peut-être plus timide, qui a besoin de plus parler et tout. Et tu t'en rappelles ou pas? Eh ben absolument pas. Du coup, je pense pas avoir été autant traumatisée que ça, tu vois. Moi, j'ai toujours été tellement dans ma bulle et j'aime tellement écouter les gens. Je trouve qu'ils ont tellement de choses à m'apporter. Et je pense que c'est une question de pas se sentir légitime peut-être aussi, mais vraiment, ouais, on évolue, hein, on change. C'est marrant. Non, mais c'est vrai. J'avais oublié. J'avais oublié. Bon, bah, tant mieux, parce que moi, je me suis dit, enfin, vraiment, je suis sortie de cette soirée en me disant, mais la pauvre, elle s'est tapée sur Sophie en situation de stress parce qu'elle n'arrivait pas à poser les bonnes questions et à s'intéresser. Trop drôle. Ok. Donc, c'est marrant, comme quoi, il y a certaines conversations qui façonnent une personne, mais pas du tout l'autre. Ouais, c'est clair. Ouais. Trop marrant. Bref. Donc, on était après tout ça, on était sur les tips de conversation. Est-ce que tu as d'autres pour écouter? Ouais, je pense que, alors, être à l'écoute, c'est pas seulement des mots. Enfin, on peut beaucoup plus parler qu'avec les mots. Il y a ce que la personne renvoie. Il y a, comme on disait tout à l'heure, le langage corporel, ses émotions. On peut juste avoir de l'intelligence sociale, je pense, et se rendre compte de ce que la personne veut nous envoyer comme signaux. On peut essayer de savoir si la personne se sent triste ou pas du tout, et juste essayer de creuser dans ce qu'elle ressent et comment elle se sent. C'est juste une question pour ceux qui n'ont pas d'intelligence sociale, comment on fait? Pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend justement en écoutant les autres et en se décentrant de soi-même, vraiment, en faisant un effort de... Enfin, je pense qu'on peut tous savoir à peu près, plus ou moins, si une personne est vraiment très mal ou au contraire si elle est très joyeuse. Mais je pense en apprenant à se taire et en observant, c'est très important. Trop bien. Et j'ai appris qu'il y a seulement 7% de la communication qui est verbale, donc par la signification des mots. Ça fait c'est que 7% de la communication. Et après, il y a genre 38% qui est vocal donc dans le son de la voix, l'intonation, et 55% de la communication qui est visuelle. Alors du coup, avec les expressions faciales, le langage corporel, tout ça, je me dis mais à quel point c'est fou en fait. Enfin, en fait, on reçoit tellement de la personne et du coup, écouter, c'est pas seulement écouter les mots, mais vraiment écouter aussi ce qu'elle, tout ce qu'elle dégage et ses émotions. C'est super important. Wow. Mais trop puissant, parce que, genre, moi, je sais que Zoom, c'est tellement fatigant. Mais au début, il y a 1 an, même là, aujourd'hui, après des Zooms de 2h30, je tombe dans mon lit en mode... Mais parce qu'en fait, toute l'interprétation des 70% de ton cerveau qui essaie de compenser l'absence de 70% de trucs, mais c'est épuisant. Ouais, j'ai l'impression que par Zoom, il faut en faire des tonnes en fait pour
pour exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on veut dire. Oui. Vraiment, tu fais des grands signes devant la caméra et tes expressions du visage, elles sont décuplées aussi, je trouve. C'est fatigant. Oui, et même, par exemple, cette semaine, j'ai commencé à mettre beaucoup plus le mode intervenant sur Zoom au lieu de galerie. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avoir 25 personnes, d'avoir l'impression que 25 personnes me regardent, soit quand je suis en train de parler, soit quand je suis juste silencieux, enfin, que je suis en mute, quoi. Et ben, en fait, c'est hyper anxiogène. Alors que les gens me regardent pas, mais ça enfin, dans mon cerveau, ça fait un truc et j'ai l'impression qu'ils me regardent. Du coup, maintenant, je mets en mode intervenant. La solution. Ouais. J'arrête de regarder mon ordi aussi. Je regarde plus mon écran, c'est pas poli, mais au moins ça me permet de pas stresser. Non, trop intéressant tes tips. Ok, du coup, donc interpréter le paralangage et pas juste entendre, mais entendre le son de la voix. Et puis, j'ai envie de dire que ça s'apprend, c'est vrai. Autre question, Opaline. Toi qui tu ressens les émotions des autres, je me demande des fois si quand on a une vie émotionnelle intense, on peut pas projeter sur les autres des émotions que eux ne ressentent pas. Ouais. Est-ce que ça parasite pas l'écoute du coup? Ouais, être dans la surinterprétation et tout le temps dans la suranalyse, tout ça. Ouais. C'est encore une question d'équilibre, je pense, vraiment. Puis être trop dans l'interprétation, je pense que ça nous empêche aussi de pleinement écouter. Et on peut se faire des films et vouloir caler justement notre interprétation sur ce que dit la personne. Alors peut-être que la personne, en fait, elle me donne juste une information. Et moi, vu que j'ai cette âme d'interprète, j'ai toujours envie de creuser et de savoir ce qu'elle veut dire en fait par là et tout. En fait, des fois, il faut être simple et aller droit au but et pas trop réfléchir non plus. Oui, être sur l'endroit où la personne elle en est. Peut-être que tu as raison dans ton interprétation, mais si la personne elle en est pas là, t'es pas son sauveur, t'es pas son psy et tout va bien. Puis comme on disait tout à l'heure aussi, ne pas hésiter à poser d'autres questions et justement faire réfléchir la personne et essayer de l'emmener peut-être un peu plus loin et pour nous-mêmes comprendre et prendre part à ce qu'elle nous raconte. D'autres conseils? D'autres conseils. Non, je pense vraiment apprendre à se taire, vraiment essayer de faire l'expérience pendant une conversation, y réfléchir. Enfin, c'est tellement pas instantané de se taire et vraiment se forcer des fois dans des discussions à se dire là, j'écoute. Et parfois, quand on se tait et quand on laisse des blancs même, ça laisse plus de place à la personne pour s'exprimer et on lui donne vraiment un champ libre et parfois elle dit tellement plus de choses intéressantes que si on lui avait coupé la parole et pour éviter de la frustrer, de vraiment être à son écoute et se taire. Et se taire intérieurement, quoi, pas que extérieurement. Ouais, c'est ça. Sinon, tu vas bouillonner, quoi. Ouais, vraiment. C'est un défi, c'est intense comme défi, Opaline. Ouais. Non, mais moi, en fait, quand tu me dis ça, moi, ce qui me fait peur, c'est de me dire, mais la personne, elle va penser que je m'en fiche. Si je me tais, ça veut dire que j'écoute pas ce qu'elle me dit. Tu vois, c'est dans ma perception des choses, c'est pour montrer que j'écoute et que je suis pleinement présent. Je vais essayer de pas trop dire des expériences, mais je vais penser au livre que j'ai lu, qui pourrait l'aider. Je vais penser à ça, qui me fait penser à ce qu'elle dit, parce que ça veut dire que je suis présente à elle, quoi. Ouais. Mais c'est intense. Ouais. Je trouve que ça se remarque vraiment dans le regard. Les gens qui écoutent et qui réfléchissent dans leur tête et pas qui veulent caler leurs petits tips et leurs petits conseils pour nous aider, mais juste qui accueillent. Waouh, trop bien, trop intéressant. Mais en plus, moi, je vois que avec le peu de temps qu'on a avec des groupes, enfin dans une salle où il y a plusieurs groupes qui discutent en même temps, vu que ça n'arrive presque plus. Genre à l'église, un des rares endroits où on a encore le droit de voir des gens en groupe. On est avec nos masques et tout. Et maintenant, je sais que ça m'arrivait avant les masques, mais de devoir me concentrer sur la conversation alors que j'entends toutes les conversations autour qui m'intéressent aussi. Et de dire, et je trouve ça, et ça fait vraiment revenir à ce qui est en train de se passer là et pas partir à côté. Ah ouais, se concentrer, c'est tellement un exercice. Ouais. Oui. Vraiment. Bref, trop intéressant. Est-ce que, Opaline, tu as un mot de la fin sur l'écoute pour terminer? Alors, un petit mot, je dirais humilité encore. Je crois que c'était le mot du dernier podcast, le mot de la fin aussi. Mais vraiment, humilité et sagesse peut-être, ou maturité, pour être assez bien dans ses baskets, je pense, et être à l'écoute de soi aussi. Enfin, parce qu'en fait, si on n'est pas bien dans sa peau, si on n'est pas bien avec qui on est, je pense qu'on ne pourra pas être bien une bonne oreille, en tout cas, pour la personne qui est en face de nous. Et on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à écouter l'autre? Pourquoi est-ce que j'ai envie constamment de parler de moi et de me mettre en avant?
Et puis enfin, l'écoute de Dieu, tout simplement, l'écoute de ce qu'il dit de nous, en ayant conscience de notre identité. Et on sera beaucoup plus ancré comme ça et solide pour pouvoir être une bonne oreille disposée et accueillir celui qui en a besoin. Waouh, profond. Merci Opaline pour toutes tes bonnes réflexions. Avec plaisir. On a de quoi faire, je crois, tous. Il y en a pour tout le monde. C'est toute une vie, l'écoute. Toute une vie. Amen.